Bonjour, vous êtes encore là. Ce n'est plus de la patience, c'est ce que les philosophes grecs auraient appelé de la longanimité. La patience à supporter les souffrances. Bon. Nous nous étions arrêtés à notre dernière rencontre à l'axe taureau-scorpion. Nous avons vu deux axes de signes sous la houlette de Madame Claire Sant'Agostini, éminente astrologue du XXe siècle. En résumé, taureau-balance, impulsion, équilibrage, impulsion au bélier, équilibrage, harmonie à la balance, taureau-scorpion, incarnation, matérialisation au taureau, dématérialisation, mort, destruction au scorpion. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième axe, donc qui va engager le dernier signe de printemps et le dernier signe d'automne, donc deux signes mutables. Du côté du Gémeaux, nous aurons l'air, l'échange, le passage à l'acte, la communication, la mise en relation, la communication. En face, nous avons le feu du Sagittaire. C'est pas le feu du Bélier, c'est pas le feu du Lion, mais c'est le feu du Sagittaire, beaucoup plus souple, beaucoup plus sociable. Feu, énergie pure, animation, dynamisme, domination, création, transformation. Ne vous étonnez pas que je répète certaines notions, certains mots-clés à plusieurs reprises, que je dirais même que je profite de chaque occasion pour les répéter. La mémoire est très souvent liée à la répétition. Tous les anciens professeurs et instituteurs s'en rendaient compte. Et puis, il y a de nouvelles théories pédagogiques où, soi-disant, l'élève construit son propre savoir. Il n'y a qu'à voir les résultats de l'école française dans la classification internationale PISA pour s'apercevoir que peut-être il y a quelque chose à revoir du côté de nos théories pédagogiques. Bon, je n'insiste pas. Donc, après ce rappel de ce qu'est l'air et de ce qu'est le feu, ou plutôt des qualités qui s'attachent à l'air et au feu, nous sommes aussi devant des signes mutables, fin de saison. C'est des signes qui évoquent l'échange, l'interaction, le mouvement, la mise en relation, l'évolution, à condition de ne pas lui donner le sens que lui donne Teilhard de Chardin. Et puis ce sont des signes masculins, diurnes, positifs, donc des signes d'union, de désir, qui tendent vers un accomplissement. Le type Gémeaux est tout échange, toute interaction, tout dédoublement. Attention à cela. Pourquoi dédoublement? Eh bien, si nous ramenons le Gémeaux à un des âges de la constitution de la nature humaine, eh bien, le Gémeaux correspondrait tout à fait à l'âge de l'adolescence. Or, à l'âge de l'adolescence, la personnalité n'est pas constituée, elle n'est pas affirmée. Et l'adolescent se cherche des modèles. Il s'identifie à des modèles. Des vedettes, des chanteurs, des joueurs de football. Autrefois, c'était plutôt des écrivains. Mais les temps ont changé. Donc, il y a un dédoublement de la personnalité qui fait que nous avons affaire très souvent à une personnalité diffuse. Je ne dirais pas confuse, mais diffuse, avec différentes facettes, et il va falloir réunir tout ça. Justement, ça va se réunir en face au Sagittaire. Donc, interaction, dédoublement, c'est le signe de la mise en mouvement, de l'action vers l'extérieur. Prenons une image toute simple, émission d'une énergie au Bélier, cette énergie se concrétise, s'incarne, se matérialise au Taureau. Au Gémeaux, elle commence à s'intéresser à ce qui se passe autour d'elle. L'homme né au Bélier, il s'incarne au Taureau, il prend conscience qu'il a un corps, et puis il prend conscience aussi qu'il a une intelligence, et que cette intelligence lui permet d'entrer en communication avec ceux qui l'entourent.
Vous voyez, toutes ces mises en relation sont intéressantes parce que chacun des signes du zodiaque doit être appréhendé à travers les multiples possibilités qu'il a de se manifester dans la réalité. Il y a un archétype central au départ et cet archétype se démultiplie, se manifeste de mille et une façons. Et c'est pourquoi il est tellement difficile de bien faire de l'astrologie, de bien débrouiller un thème natal quand on ignore les conditions dans lesquelles se trouve la personne à laquelle on s'intéresse. Vous n'interpréterez pas le signe des Gémeaux, par exemple, chez un roi d'Angleterre, comme vous l'interpréterez incarné chez le fils du plombier d'à côté. C'est pas possible. Il y aura toujours les Gémeaux, mais chacun vivra les Gémeaux à un niveau qui correspond à son mode de vie, à sa culture, à son environnement, à sa famille, etc., etc. C'est le signe des explorateurs. N'oubliez pas qu'au Gémeaux, le champ de conscience est le plus large qui soit. Le jour est le plus allongé de l'année. Il y a 12 heures de jour au Gémeaux et 8 heures de nuit. Non, pardon, 16 heures de jour. 8 et 8, 16. Deux tiers de la journée sont consacrés au jour et un tiers, 8 heures, est consacré à la nuit. Qui dit largeur du champ de conscience dit ouverture de l'intelligence et de la curiosité, mais quand on est ouvert à trop de choses, on ne peut pas approfondir chacune des choses qui nous intéressent. Donc, signe des explorateurs, de l'autre côté de la route, l'herbe est toujours plus verte, c'est la chef de M. Seguin, et si vous allez voir de l'autre côté, mais de l'autre côté, il y a le loup. Bon, alors c'est quelquefois dangereux. Des explorateurs de la liberté, des espaces, des communications. Les Gémeaux représentent la matière, Bélier et Taureau, animée par l'esprit. L'intellect, l'invention font partie du domaine des Gémeaux. C'est un signe double. Il établit à la fois le mouvement et le désir de communion. Il a aussi une importance particulière pour les mots, pour la mise de la réalité sous forme de mots, de concepts. Il permet ainsi, en mettant des mots sur les choses, de se rassurer. À partir du moment où une chose a un nom, on pense la connaître. Et donc, elle nous est plus familière que lorsqu'elle reste obscure, incertaine, voire menaçante. Cette importance des mots chez le Gémeaux donne aussi la propension au bavardage. Certainement que les Gémeaux sont les natifs, les gens marqués par les Gémeaux, sont certainement les gens les plus bavards qui soient. C'est pourquoi il y en a tellement, comme je vous le disais, je crois, au dernier cours, dans la communication, chez les journalistes, aussi chez les acteurs et quelquefois chez les écrivains. Cette capacité de démultiplication de la personnalité qui n'est pas encore constituée lui donne aussi des dons de comédien. Si vous voulez un exemple, voyez M. Trump, actuellement, qui est très marqué par les Gémeaux, qui n'a pas son pareil pour adopter des attitudes amusantes, intéressantes. Du côté de l'habileté manœuvrière, nous avons aussi chez nous M. Lecornu. M. Lecornu restera certainement à son poste jusqu'aux nouvelles élections présidentielles. Parce qu'il est tellement habile à dire à chacun des partis ce qu'il a envie d'en vendre, il est tellement habile à manœuvrer du point de vue politique que nous pouvons penser qu'on ne pourra pas le renverser.
Le signe des Gémeaux, étant donné qu'il est très animé, qu'il est très ouvert, qu'il est très mobile, a une sacrée peur des entraves et des limites. Ce qui pose quelques problèmes quant à l'intégration de règles, notamment de règles de conduite ou de règles de morale. Nous avons vu donc que le bélier pourrait correspondre à ce que nous pourrions appeler l'état de la matière numéro 1, le taureau à l'état numéro 2, donc le feu, la terre. Les gémeaux correspondent à l'état numéro 3, c'est-à-dire à l'union des deux précédents. Il est normal qu'ils soient doubles. Enfant, avant la naissance, pendant la gestation, a toujours deux sexes possibles. D'où une dualité qui aboutit à la dispersion, à la diffusion. Bien sûr, il arrive un moment où un choix s'établit et s'impose. Mais les Gémeaux montrent bien qu'au départ, tout en nous est dualité et qu'il va nous falloir constituer, faire l'effort de réaliser une forme d'unification intérieure. Unification morale, affective, religieuse, intellectuelle, politique, sociale, tout ce que vous voulez. Mais il nous faut réaliser cette unification si nous voulons pouvoir tracer un chemin dans notre existence, au lieu de errer et de nous disperser à U et à dia, à droite et à gauche. Les Gémeaux, donc, ont pour maître, puisque chaque signe est en relation étroite avec un corps céleste qui représente l'élément dynamique du signe, eh bien, c'est Mercure. Mercure, qui est une force de liaison entre les poussées de l'intérieur et la pression de l'extérieur par l'établissement de rapports entre les unes et les autres. C'est donc la planète de l'intelligence, de la pensée, de la raison, de la communication, etc. Mais avant toute chose, de l'intelligence. Mercure est en relation avec la mobilité, le mouvement. Il présente des valeurs d'intellect et de largeur du champ de conscience, avec des qualités de pénétration, de différenciation, de discernement, je dirais même, de subtilité, de précision. Il est apte à l'analyse et à la réflexion. Mercure correspondrait à l'âge, comme je vous le disais, de l'adolescence, cet âge où on est avide de nouveautés et où très souvent on a tendance à rejeter l'acquis des anciens. Chaque adolescent pense pouvoir inventer un monde nouveau. Et quelquefois, malheureusement, il n'arrive jamais à la maturité et ça nous donne des catastrophes. C'est le troisième signe du zodiaque, donc il va être en relation avec la troisième maison, mais nous verrons ça, la troisième maison, j'en parle, oui. Mais je vous en parlerai après. Alors, face les Gémeaux, extrême dispersion, ouverture du champ de conscience, mobilité, dualité, quand je dis dualité, ce serait plutôt multiplicité que dualité, nous avons le Sagittaire, signe de feu, où les jours sont les plus courts, où la nuit sont les plus longues, c'est-à-dire le signe où le plus que personnel, le rationnel, le social, je ne prends pas le mot social dans le sens politique du terme, mais je pense du social dans le sens de la culture, de la civilisation, qui encadre l'intelligence personnelle et individuelle, qui la modélise. Eh bien, c'est le signe où les jours sont les plus courts et la nuit la plus longue. Signe de feu, énergie pure, nous l'avons vu, signe mutable, mouvement, mise en relation, échange,
interactivité, nous l'avons vu aussi, signe masculin, diurne, union, désir, tendant vers, etc. Le type Sagittaire symbolise l'élan et le dynamisme dans les échanges. Il correspond, ou on pourrait le symboliser, par rapport au bélier et au lion qui sont aussi de signes de feu, on peut le symboliser par le feu sous la cendre de la fin de l'automne. Le Sagittaire est symbolisé par un centaure. Or, qu'est-ce que le centaure? C'est un animal fabuleux qui présente un corps d'animal dominé par une tête d'homme, d'humain. Il unit l'animal et l'humain. D'une certaine façon, on peut dire que la tâche du Sagittaire est de séparer le pur de l'impur, l'anecdotique, l'instinctif, le violent, le passionnel, le pulsionnel, de l'intelligence, de la pensée, de la raison et de toutes ces qualités qui font que l'homme domine la création. Le Sagittaire et le Centaure a les pieds sur la terre, mais il a la tête dans le ciel. Et c'est quelquefois le drame du Sagittérien. Il cherchera le voyage spirituel, la mission, le but, la cible à atteindre qui lui permettra de se dépasser lui-même et de donner un sens élevé à sa vie. Comme je vous le disais, c'est bien beau de se disperser, d'aller voir un petit peu partout ailleurs ce qui se passe, mais il est bon aussi qu'un jour, on se retourne vers soi et qu'on se dise « Bon, je suis fait pour quoi? Qu'est-ce que je peux apporter dans la vie ?» Je peux apprendre 10 dictionnaires, parce que j'ai une bonne mémoire, et puis que je m'intéresse à l'histoire des mots. Mais ça reste stérile. Par contre, si j'apprends une seule langue, mais qu'à partir de ce que j'ai appris, j'écris une œuvre comme celle de Balzac ou de Victor Hugo, à ce moment-là, j'aurais fait sage de Sagittaire, parce que non seulement j'aurais assimilé ce que la culture de mon époque et de mon pays m'a offert, mais en plus, je lui aurais rendu ce qu'elle m'a donné en écrivant, en lui offrant de nouveaux chefs-d'œuvre. C'est ça la tâche du Sagittaire. C'est de réunir tout ce qui a été appris, tout ce qui nous a été donné par l'éducation, plutôt l'instruction d'ailleurs que l'éducation, et de l'utiliser pour pousser les choses plus avant, plus loin, plus haut. L'intelligence s'élève, dirigée vers la connaissance, la culture, la religion, la médecine, la prêtrise, la politique ou le sport. Le sport. Ou l'aventure. Les grands découvreurs. Les grands navigateurs, souvent marqués par des valeurs sagitariennes. Le côté animal, les 4 pattes du centaure, donne le goût des plaisirs, de la table, du luxe, du confort, le goût de la de la trêve et de la détente. Et bien sûr, c'est le côté horizontal du Sagittaire. Le côté vertical donne ce côté humanitaire, chaleureux, bienveillant, le semeur de graines, qui recueille la graine qui a été lâchée par le fruit pourri au mois de novembre, c'est-à-dire au signe précédent au Scorpion, pour l'apporter à son plus haut degré de réalisation, c'est-à-dire pour lui permettre plus tard de refleurir et puis de donner de nouveaux fruits. C'est pourquoi l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe de l'instruction par essence. Il s'agit de transmettre aux générations qui viennent, à nos enfants, à nos proches, à ceux qu'on nous confie, de leur transmettre tout ce qui leur permettra eux aussi de tracer leur pas
de tracer leur chemin dans l'existence et, si possible, d'y accomplir quelque chose de bon, de haut, de bienveillant, de généreux, d'humain. Quelle est la planète qui régit le Sagittaire? Eh bien sûr, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la force de développement de l'être humain par assimilation de ce qui lui vient de l'extérieur. Vous voyez, la dispersion des Gémeaux aboutit au Sagittaire et là, c'est assimilé et organisé et hiérarchisé. Le Sagittaire prend au monde et il assimile pour se développer lui-même. Il unifie et organise ce qu'il a pris. Donc il évoque l'adaptation au monde, il permet l'adaptation au monde, mais il permet aussi de redonner quelque chose à ce monde qui nous a nourris et qui nous a instruits. Il est un synonyme d'ampleur, d'ambition, de confiance en soi, de confiance en la vie, de confiance en les autres, d'optimisme. Il a le sens de l'organisation, il évoque l'esprit pratique, il est généreux, il est oblatif, il est bon très souvent, mais il a le sens de la propriété et son goût des plaisirs et son goût du confort, quelquefois peut l'amener à prendre un certain nombre de distances avec une rigueur morale trop étouffante. Si on doit résumer toutes les choses, on peut dire que l'axe Gémeaux-Sagittaire que nous venons de voir, c'est l'axe du dédoublement et de l'unification du moi, ou l'axe de la multiplicité des expériences qui s'offrent à un être humain et celui où l'être humain réussit cette unification par intégration, assimilation de tout ce qu'il a reçu du monde extérieur et notamment de ses instructeurs. Bien sûr, parmi lesquels les parents. Alors, le Gémeaux est le troisième signe, il est donc en rapport avec la troisième maison. Le Sagittaire en face est le neuvième signe, 6 et 3, 9. Donc il est en rapport avec la neuvième maison. La maison 3 est en rapport avec les activités mentales du sujet, ses rapports avec les proches, avec les frères, les sœurs, les confrères, tous ceux qui autour de nous nous permettent à la fois de nous saisir nous-mêmes comme différents d'eux et en même temps, par les échanges que nous établissons avec eux, d'apprendre des choses. Il évoque aussi les déplacements, les remplacements, les mutations, les mouvements, les petits voyages. Il est en rapport aussi avec la forme d'intelligence et avec les études. Nous verrons ça en situation plus tard. La maison 9, qui est en face de la maison 3, évoquerait à ce moment-là les grandes randonnées du corps et de l'esprit, les études supérieures par exemple, les grands voyages sur Terre, par mer, par air, les séjours lointains. Hein, le Gémeaux nous met en rapport avec ce qui est proche. Le Sagittaire nous met en rapport avec le lointain. Ce qui est lointain, c'est ce qui nous dépasse. C'est pas seulement, il faut voir le lointain non pas comme qualifiant l'espace, mais qualifiant aussi la nature et l'importance des choses. Par conséquent, le Sagittaire est en relation non plus avec nos intérêts quotidiens et communs et peut-être un petit peu simplistes de la vie quotidienne, mais il nous met en rapport avec la maison 5, avec la maison 9, avec nos activités idéologiques, philosophiques, éventuellement mystiques, artistiques ou politiques, tout ce qui, dans notre esprit, concerne notre place dans le monde et notre place dans la société, nos grandes théories, nos grandes pensées. Il évoque aussi les possibilités d'élévation spirituelle. Alors, le signe qui se trouvera dans la maison 9, et qui n'est pas forcément le Sagittaire, bien entendu, les planètes, les corps célestes qui se trouvent dans la maison 9, nous
renseigneront beaucoup sur les idéaux, ou bien les grandes idées, les idées directrices qui conduisent l'évolution d'un sujet. De même que nous pourrons avoir quelques lueurs sur les possibilités de ces études supérieures ou universitaires par opposition à la maison 3, qui concernerait plutôt les études, disons, jusqu'au bac, primaire et secondaire. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'axe Gémeaux-Sagittaire. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, en apparence, mais tout ça, comme je vous le disais, lorsque ce sera mis en perspective et utilisé à l'intérieur de cette grande partie principale qui consistera à débrouiller, à étudier les thèmes natals, s'intégrera de plus en plus profondément et peut-être de plus en plus vite suivant vos affinités avec l'astrologie. Nous sommes à 26 minutes. Je crois que nous avons peut-être le temps d'évoquer l'axe Cancer-Capricorne, c'est-à-dire le 4e et le 10e signe. Le 4e est en analogie, le Cancer est un signe d'eau, passage, évanouissement, repotentialisation, mobilité relative, mais surtout malléabilité, plasticité. Il est cardinal, élan, principe, puissance. Il est féminin, passif, nocturne, en retrait, en refus, en intériorité. Le Cancer, lorsque vous placez une carte à zodiaque sur votre feuille et que vous mettez le bélier à gauche, occupera la partie la plus basse du zodiaque. Il est donc le signe des origines. On va y venir. Le Cancer, d'abord, est le signe qui marque la fin du premier quaternaire. On a eu feu, on a eu terre, on a eu air, bélier, taureau et gémeaux. On a enfin l'eau du Cancer, quaternaire. Et donc, il va marquer le passage vers le second quaternaire, qui va commencer par un signe de feu, à savoir le lion. Il symbolise de même, par cette notion de passage, le passage du stade fœtal à celui de l'enfance incarnée. Et l'enfance incarnée est représentée bien sûr par le lion. Il représente aussi le passage du passé vers l'avenir. Et il a une importance toute particulière pour des gens qui, comme moi, s'intéressent de très près à la psychogénéalogie. Il est très difficile de passer du ventre protecteur de la mère à une existence propre ou de l'inconscient, ce qui est le cas du fœtus, au conscient, ce qui est le cas de plus en plus marqué de l'enfant qui prend progressivement conscience de lui-même, du monde qui l'entoure et des relations qu'il entretient avec ses parents, avec son entourage, avec ses frères, ses sœurs, avec le monde extérieur. D'où le goût du passé, la nostalgie de l'enfance. Alors, vous avez quelqu'un qui est marqué à sa naissance par la présence de 4 corps célestes dans le signe du Cancer et dans la maison 4, analogique au 4e signe, c'est Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. On peut pas mieux illustrer peut-être les analogies des signes avec la vie que de faire référence à des cas aussi emblématiques. Je vous parlerai aussi, j'aurai l'occasion peut-être de vous parler de Garpeau, qui lui aussi est resté extrêmement marqué par une enfance extrêmement difficile, mais les 4 planètes se trouvent dans la maison 4, mais c'est pas le Cancer, c'est les poissons. C'est quand même un signe d'eau. On y reviendra. Ne compliquons pas les choses. La fin du premier quaternaire est comme une porte. Les 4 premiers signes mettent le sujet en relation avec son espace intérieur. Les 4 signes qui viennent vont le mettre en relation
avec son environnement proche. La famille, les copains, les frères et les sœurs, etc., etc. Son milieu. D'où l'attachement nostalgique du cancer à l'enfance, car il hésite à quitter son monde intérieur et son rêve. Son abri. C'est un signe qui n'est pas dénué de narcissisme. Le cancer n'est pas quelqu'un qui va vers les autres. C'est quelqu'un qui attend qu'on aille vers lui, et qu'on le comprenne, et qu'on l'aime, et qu'on pénètre, et qu'on respecte son monde intérieur. L'avenir, chez lui, est conçu, d'après Madame Sant'Agostini, est conçu comme devant reproduire les charmes du passé, le paradis perdu. Nous sommes dans Marcel Proust de A à Z ici. Donc c'est un signe qui tend à la mélancolie. C'est souvent un signe d'antiquaire. J'ai connu un cancer pendant plusieurs années, un ami très proche, et bien entendu, il ne rêvait que d'antiquité de brocante. Sa seule passion dans la vie, c'était ça. C'est un signe d'historien. Je me demande si Alain Decaux n'était pas du signe du cancer. D'archéologue. En analogie avec ce goût du passé, c'est le signe de la vie intériorisée. Donc, on peut le rattacher à des valeurs de gestation, d'inconscient, d'imagination, de fécondité, de vie végétative, en analogie avec la rêve et le repli. C'est un signe qui présente une très grande émotivité et qui est plutôt introverti. Tous ces mots-clés-là ressortent à un moment à un autre de l'interprétation suivant la personne à laquelle nous avons affaire. Les uns vont privilégier les valeurs cancériennes dans leur métier, par les historiens, les archéologues par exemple. Les autres, à travers de la création, les écrivains, les mémorialistes. D'autres, simplement, vivront le cancer au plus près de ses réalités, en présentant une personnalité introvertie et tendant plutôt à rechercher sécurité et protection auprès des autres, d'éternels enfants. Quel est le corps céleste qui gouverne le cancer? C'est bien sûr la Lune, l'univers clos contenant les racines matricielles maternelles de l'être, dit Sant'Agostini. D'autres écoles insisteront sur la Lune comme le facteur qui, s'oppose au Soleil. Le Soleil représente la partie la plus élaborée de la personnalité. Le Soleil, c'est l'étoile centrale, autour duquel tournent les planètes. Donc, c'est celui qui dispense la lumière, qui donne l'unité, qui donne la volonté. En face, il y a la Lune, qui n'a d'autre lumière que celle qu'elle reflète par le Soleil. Et la Lune représente la façon la plus commune, la plus naturelle, la plus spontanée de nous adapter à notre environnement, à notre milieu. Donc elle représente nos appartenances profondes, nos habitudes, notre pente naturelle. L'endroit où, l'état que nous recherchons lorsque nous voulons nous abandonner, nous laisser aller et nous reposer. Moi j'ai la Lune en Capricorne, donc un certain goût de la solitude et de la montagne, pour parler que de ça. Ma femme a la Lune en Lion. Rien pour elle ne vaut un bon bain de soleil sur une plage au bord de la Méditerranée. C'est là où elle se sent bien, en affinité, en accord avec la nature. Brigitte Bardot a la Lune en Gémeaux. Résultat, elle a toujours eu beaucoup de monde autour d'elle et puis elle a choisi une vie de comédienne où elle prend de multiples identités et c'est comme ça qu'elle est bien qu'elle s'adapte au monde extérieur. Etc., etc. La Lune en Bélier,
c'est déjà des personnes qui ne rêvent que de coups et de blosses et de conflits. Voilà. Là, elles sont bien, elles sont dans leur élément. Être dans son élément, dans le fond, c'est une expression qu'on peut très bien attribuer à la présence de la Lune dans un des signes du zodiaque. Alors, en face le Cancer, nous avons le Capricorne, le 10e signe. C'est un signe de terre, matière, coagulation, stabilité, densité, matérialisation, fixation. C'est un signe cardinal, élan, principe, puissance, c'est l'élan dans la matière, l'arbre qui pousse et qui monte, la poussée des terres qui font émerger les montagnes au-dessus des plaines. Et c'est un signe féminin, c'est-à-dire négatif, nocturne, centripète, en refus, introverti. Le Capricorne, dit Madame Sant'Agostini, est le linteau de la porte, celui qui couronne les 9 piliers précédents. N'oubliez pas que dans la présentation que j'ai faite des signes par origine et par accomplissement ou comme but ou comme fin, le Capricorne représente la finalité terrestre du Bélier. C'est donc un sommet. D'ailleurs, lorsque vous mettez un zodiaque sur une feuille de papier, avec le Bélier à gauche, comme je l'ai dit tout à l'heure, si le Cancer est tout à fait en bas, dans la zone la plus basse du zodiaque, le Capricorne est en haut, la zone la plus haute. C'est le domaine des dieux, c'est l'Olympe. Saturne, c'est le père de Zeus. Et puis Zeus va envoyer Saturne se promener au jardin des Hespérides, il va le mettre à la retraite. Bon. Signe de spiritualité, de puissance et de retrait. C'est un signe d'idéal aussi. Mais la chèvre a une queue de poisson qui la retient en profondeur. C'est toujours Madame Sant'Agostini qui parle, c'est très imagé. Le Capricorne, en astrologie médicale notamment, est aussi le signe des jambes et des pieds qui mettent en contact avec la terre. Donc l'idéal et l'esprit du Capricorne, idéal élevé, esprit élevé, se tourne vers le concret, vers le réel, vers la réalité. C'est pourquoi c'est un signe qui prédispose aux études philosophiques et scientifiques. Tous ceux qui cherchent non pas à inventer le réel, ça c'est le Verseau, mais qui cherchent à le connaître pour mieux le dominer, pour mieux l'utiliser. Donc ils forment le savant, le juriste, l'agriculteur, celui qui prépare les moissons pour assurer la survie de l'espèce. J'ai dit quoi? Le savant, le juriste, l'agriculteur, l'homme d'État, le politique, le monarque. Tout ça, c'est des mots qu'on peut très bien mettre avec le Capricorne. Ce signe représente une forme de maîtrise et il cherche à exercer un pouvoir. Il cherche à arrêter le temps. Pensez à Cronos qui mangeait ses propres enfants pour pas lâcher prise, pour pas lâcher le trône. À perpétuer les choses. Donc, vous voyez, il est en analogie avec le Cancer. Le Cancer aussi rêve du passé. Mais le Capricorne, étant donné qu'il est un signe de terre et pas un signe d'eau, ne se contente pas de rêver le passé. Il cherchera à tout prix à le maintenir. Maintenir la tradition, maintenir l'héritage, transmettre ce qu'on a acquis ou conquis ou réalisé à ses descendants pour qu'il le perpétue. Il y a toutes ces idées-là derrière le Capricorne. Donc il est en relation aussi avec des qualités de concentration, de ténacité, de devoir, d'entêtement quelquefois. Il représente une force intérieure, une énergie concentrée. L'énergie capricornienne est intérieure, silencieuse, exclusive, quelquefois sectaire, économe, voire secrète. Pas facile, mais c'est très constructif.
des valeurs très constructives. Mais on présente toujours l'inconvénient de ces qualités. Donc on peut compter sur un Capricorne. Mais il faut s'attendre quelquefois à une certaine inémotivité, une certaine froideur. C'est quelqu'un qui vous dira c'est le règlement, je ne veux pas le savoir. Dans la série que j'aime beaucoup, une vieille série de 1995 qui s'appelle Urgence et que certains ont déjà vu, le docteur Benton, à mon avis, pourrait être du Capricorne. Non, je n'insiste pas sur le docteur Benton et sur la série Urgence, mais si vous l'avez déjà vu, vous devez avoir des représentations de docteur Benton et vous avez là une représentation de ce que peut être le Capricorne. Quel est le corps céleste, la planète, la force dynamique et qui est en relation étroite avec le signe du Capricorne? C'est Saturne. Force de construction de l'être humain par renoncement à ce qui est devenu insuffisant, valeur d'élimination et de retrait, idéal de construction, force, colonne vertébrale. Le retrait, c'est ce qui permet un jugement et un choix, amenant eux-mêmes des renoncements physiques, moraux, intellectuels, spirituels. Expliquons-nous un peu sur ce terme de renoncement. Il ne s'agit pas du renoncement religieux, encore que ça participe bien entendu du domaine de Saturne, éventuellement du Capricorne, mais c'est un domaine un peu spécifique. Mais nous faisons tous des renoncements. Vous avez une psychologue américaine qui a écrit un magnifique ouvrage très intéressant, dans les années 90 je crois, qui s'appelle « Les renoncements nécessaires ». Et nous sommes tous amenés à accepter des renoncements nécessaires si nous voulons continuer à grandir et nous accomplir. Renoncer à la vie intra-utérine où nous sommes si bien protégés, nourris, sans avoir d'efforts à faire pendant 9 mois. Il nous faut naître. Et quand vous regardez le symbolisme du Capricorne, vous avez tout le symbolisme de Saturne, pardon, vous avez l'image d'une petite serpe, celle qui va servir à couper le cordon ombilical, qui va nous séparer de ce paradis perdu dont je parlais tout à l'heure avec le signe du Cancer. Et ce paradis perdu, c'est bien sûr l'utérus maternel. Plus tard, ce seront les bras maternels, le sein maternel, auquel il faut renoncer pour aborder une vie de plus en plus individuelle, de plus en plus indépendance, de plus en plus singularisée. Il faut commencer à manger, on a pris du biberon, du lait. Il faut commencer à marcher, il faut commencer à aller à l'école, donc à se séparer de la maison, à faire des efforts pour apprendre. Il faut ensuite faire des études, ensuite il faut aborder un métier, et donc engager des responsabilités, et éventuellement fonder un foyer, et là prendre la responsabilité d'élever des enfants, et d'assumer un certain nombre de tâches qui sont celles des parents. Et à chaque fois, nous renonçons un peu plus à une partie de nous-mêmes qui était peut-être une partie agréable, mais qu'il est indispensable de laisser derrière soi, c'est parce que c'est le sens même de la vie, si nous voulons continuer à grandir et à nous accomplir. Alors certains n'y arrivent pas. C'est ceux qui vivent un complexe de sevrage et qui restent fixés à un stade de leur évolution qui ne leur permet pas d'aboutir à un stade adulte. Nous reverrons ça en situation en analysant certains thèmes. Avec le Capricorne, donc, nous avons des valeurs de profondeur, d'introversion, de solitude, un extrême désir d'exister, d'émerger. Il ne faut pas se laisser tromper par le Capricorne, c'est pas possible. Un abord froid et distant, qui n'a pas une vie intense en lui. N'oubliez pas que ce signe cardinal, l'élan dans la matière. Donc il y a un extrême désir d'exister, d'émerger et souvent de dominer.
Il est marqué par l'intellectualité et la secondarité. C'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir et qui rumine les expériences pour en tirer la substantifique moelle. C'est la planète Saturne et la planète de l'épreuve qui nous construit. Regardez votre thème, vous apprendrez avec moi à faire des prévisions et vous verrez que à certaines périodes de votre vie, vous avez vécu un événement plus ou moins désagréable, plus ou moins éprouvant, et vous verrez le jeu de Saturne à ce moment-là. Mais en même temps, vous vous apercevrez que cette épreuve que vous avez dépassée vous a amené à un stade, à un niveau d'expression supérieure. Je vois que j'avais pris d'autres notes concernant le cancer. Je vous les lis. Dans toutes les traditions, le cancer a symbolisé la femme et souvent l'enfance, la mère, ce qui est germe et ce qui est origine. L'inconscient et l'imagination animent la vie intérieure, l'introversion. La difficulté pour l'action est manifeste au signe du cancer. On préfère la sécurité de la vie intérieure, le goût du foyer, de la vie intime. Le cancer est doté d'une grande réceptivité. La lune est une éponge, donc elle régit la mémoire. C'est pourquoi elle est exaltée dans le signe du taureau, qui lui-même est un signe de mémoire. Ce que le taureau retient, il met peut-être du temps à le retenir, à l'apprendre, mais une fois qu'il l'a retenu, il ne le lâche plus, il ne le perd plus, il ne l'oublie plus. Donc le signe du cancer est en réceptivité, en sensibilité, en émotivité. L'état lunaire, dont certaines ne sortent jamais au cours de leur vie, c'est un état, j'ai des exemples très précis autour de moi, c'est des gens qui vivent d'une vie un peu végétative et qui se reposent beaucoup sur les autres pour assumer les tâches ingrates de la vie quotidienne. Il faut pourtant dérouler l'écheveau de la pelote lunaire pour évoluer, se construire et accéder à une vie d'adulte. Donc c'est tout le travail du Capricorne et de Saturne en face. L'axe Cancer-Capricorne, c'est l'axe de la vie intérieure, rêveuse et imaginative au Cancer, structurée, ambitieuse, concrète, en rapport avec la réalité au Capricorne. Voilà comment on peut résumer les choses, cet axe de signes. Nous avons vu que nous sommes aussi en relation avec le 4e signe et le 10e signe en relation analogique avec la 4e maison et la 10e maison. La 4e maison, c'est la famille, le foyer, les biens immobiliers et immobiliers, les sources, les origines, les racines, la psychogénéalogie, j'en ai parlé tout à l'heure. Avec la maison 10, nous sommes en relation avec la position sociale, la carrière, les honneurs, les responsabilités, les déboires qui en découlent, hein, la place que nous occupons dans l'existence et dans la société. La maison 4 est en analogie avec la mère, dans le thème d'une personne, et la maison 10 en analogie avec le père. Et je sais bien que la plupart des astrologues disent l'inverse. La maison 10 c'est la mère, la maison 4 c'est le père. Je ne vois pas pourquoi. S'il y a une seule explication, c'est que c'est le père qui donne le nom. Donc ce nom nous met en rapport avec toute une généalogie, avec toute une généalogie, une psychogénéalogie. Donc la généalogie, c'est la maison 4, donc le père c'est la maison 4. Je crois que c'est une erreur. Le nom, c'est la maison 10. Ce que je suis, pourquoi je suis fait, ma carrière, ma vocation, s'inscrivent très souvent en maison 10. Et le père est très important justement pour construire une ambition, pour construire et développer une vocation. Donc, le père, la maison 10 en analogie avec Capricorne et Saturne, la mère, la maison 4 en analogie avec Cancer et la Lune. L'axe des maisons 4-10, c'est l'axe des réalisations du moi, réalisation familiale avec la maison 4,
réalisation sociale et professionnelle, vocationnelle avec la Maison 10. Je vous remercie et j'arrête là parce que nous arrivons à 50 minutes et que ça fait une leçon très longue.